L'endométriose. Derrière ce nom désormais plus familier se cache une réalité biologique d'une complexité rare. Longtemps réduite à une simple maladie des règles, la science la définit aujourd'hui comme une pathologie dite systémique. Dans cette série, nous allons appliquer une lecture critique des faits pour comprendre ce qui se joue réellement dans le corps de millions de femmes. En France, les estimations de Santé publique France font état de 1,5 à 2,5 millions de femmes touchées, soit environ une femme sur 10 en âge de procréer. À l'échelle mondiale, l'OMS confirme cette prévalence de 10%, ce qui représente près de 200 millions de femmes touchées. Cependant, d'un point de vue méthodologique, ces chiffres sont probablement sous-estimés. Les études de prévalence réalisées lors de laparoscopie suggèrent que jusqu'à 25% des femmes pourraient présenter des liaisons sans le savoir. Plus frappant encore, chez les patientes consultant pour l'infertilité, ce taux peut grimper jusqu'à 50%. Ces écarts statistiques soulignent un biais de sélection majeur dans nos outils de recensement actuels. L'endométriose n'est pas une maladie de civilisation récente. Si le terme est moderne, la description des symptômes remonte à l'Antiquité. Le corpus hippocratique, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, évoquait déjà des pathologies utérines aux descriptions troublantes. Le tournant scientifique survient en 1860 lorsque Karl von Rokitansky identifie formellement du tissu endométrial hors de la cavité utérine. Mais c'est entre 1921 et 1927 que John A. Thompson pose les bases de notre compréhension actuelle en forgeant le terme endométriose et en proposant la célèbre théorie du reflux menstruel. Si la présence de tissu hors de l'utérus est un fait, son origine reste l'un des plus grands débats de la gynécologie. La science propose aujourd'hui un faisceau d'hypothèses pour expliquer cette migration. Première hypothèse, on retrouve la menstruation rétrograde. Ici, le sang reflue par les trompes et s'implante dans le péritoine. Si 90% des femmes ont un reflux, seuls 10% développent la maladie, suggérant ici un défaut immunitaire de clairance péritonéale. Alors, dans les hypothèses, on retrouve également la métaplasie célomique. Ici, des cellules du péritoine se transformeraient en cellules d'endométriose sous l'influence de facteurs hormonaux. Cela explique les cas rares chez les hommes ou les femmes sans utérus. On retrouve dans les hypothèses la dissémination lymphatique et vasculaire. Ici, les cellules voyageraient via les vaisseaux, expliquant les localisations à distance, comme par exemple les poumons ou encore le cerveau. On retrouve également la théorie mullérienne. Ici, des restes de cellules fœtales s'activeraient à la puberté, ce qui explique la présence de la maladie chez des fœtus ou de très jeunes adolescentes. On retrouve également dans les nombreuses hypothèses les cellules souches, ici des cellules issues de la moelle osseuse ou de l'endomètre se différencieraient sur des sites inflammatoires. Aujourd'hui, l'endométriose n'est plus considérée comme une simple pathologie du reflux, mais comme une maladie inflammatoire systémique complexe. Elle intègre des composantes génétiques, immunologiques ou encore environnementales, ainsi que des dimensions métaboliques comme l'adaptation à l'hypoxie. Mais ça, j'en parlerai dans un autre épisode. Physiologiquement, ce tissu ectopique possède des caractéristiques similaires à l'endomètre, mais adopte un comportement autonome et agressif. Il contient des récepteurs aux oestrogènes E2 et à la progestérone P4, mais présente souvent une résistance à la progestérone.
À chaque cycle, sous l'influence hormonale, ces fragments prolifèrent et s'épaississent, saignent localement, ce qu'on appelle des micro-hémorragies, sans voie d'évacuation, provoquant ainsi une irritation constante. Ces fragments induisent également une inflammation chronique, la formation de fibrose et d'adhérence où les organes perdent leur mobilité. Il n'existe pas une mais plusieurs formes d'endométriose, chacune ayant son propre impact clinique. On retrouve tout d'abord l'endométriose superficielle, qu'on appelle péritonéale. Ici, on retrouve des lésions à la surface du péritoine, souvent difficiles à détecter à l'imagerie. On retrouve ensuite l'endométriose ovarienne, caractérisée ici par les endométriomes, des kystes remplis de sang dégradé. On retrouve également l'endométriose profonde, qu'on appelle DIE. Les liaisons s'infiltrent à plus de 5 mm sous la surface, touchant parfois la vessie, le rectum ou encore les ligaments utérosacrés. On retrouve aussi l'adénomiose, souvent appelée endométriose interne, où le tissu ici colonise le muscle de l'utérus, le myomètre. Et enfin, on retrouve l'endométriose extrapelvienne, donc cette endométriose est beaucoup plus rare et elle touche le diaphragme et également la plèvre. L'enjeu majeur reste l'errance médicale qui dure encore 7 à 10 ans en moyenne. Le diagnostic s'appuie sur un examen clinique rigoureux, couplé à l'échographie pelvienne et à l'IRM, réalisé par des radiologues référents. L'avenir se dessine avec des innovations telles que l'endotest, un test salivaire basé sur les micro-ARN qui pourrait radicalement réduire ce délai. Comprendre l'endométriose aujourd'hui, c'est accepter sa nature complexe et multidisciplinaire, où la gynécologie, la radiologie et l'immunologie doivent collaborer pour offrir une prise en charge globale. Alors ce premier épisode pose les bases de notre enquête, et dans le prochain chapitre, nous irons plus loin en explorant un lien de plus en plus documenté par la recherche, l'influence du microbiote et de l'axe intestin-pelvis sur cette pathologie qu'est l'endométriose. Alors j'espère que ce premier épisode vous a plu, en tout cas abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette investigation scientifique.